Bonjour à toutes et tous. Bonjour Caroline. Bonjour Justine. Comment ça va? Et ça va bien, merci, ça va super bien. Et on est à 170 jours des Jeux là, Ça arrive vite. ça arrive très vite. Et ouais, je me sens à la fois hyper excitée parce que ça se rapproche et hyper concentrée. Ouais. Hyper concentrée sur ce qui se passe. Donc, Comme un sprint, quoi. Exactement. Donc non, côté pro, je suis déter et côté perso, je suis très contente de ce moment qu'on passe ensemble et de cette petite respiration que tu m'offres là Cool. avant le sprint. Génial, c'est un petit échauffement, on va dire. C'est ça. Donc, du coup, toutes les deux, on s'est rencontrées lorsque tu travaillais chez Auré. T'en reparleras peut-être après. T'étais en charge chez Auré de l'économie circulaire, du pôle économie circulaire. Donc, nos métiers, ils se rejoignaient sur évidemment plein d'aspects. On a bien accroché lorsqu'on s'était rencontrés. Et puis, en fait, nos parcours, enfin, nous deux plutôt, on s'est recroisés quelques mois après, lorsque tu as rejoint Paris 2024. Et toujours sur le sujet de l'économie circulaire. Moi, à ce moment-là, je travaillais pour la ville de Paris sur l'ambition zéro plastique à usage unique, notamment en prévision de l'accueil des Jeux Olympiques et Paralympiques et de leur héritage. Et du coup, on s'est dit, oh là là, il n'y a pas de hasard, ça veut dire que il y avait des choses à faire ensemble, il fallait qu'on continue à parler de ces sujets-là. Du coup, on a déjeuné ensemble, il y a pas longtemps. Et lorsqu'on a déjeuné ensemble, tu m'as un petit peu raconté ce qui se passait chez Paris 2024 en prévision des Jeux, et tu m'as notamment parlé du fait que pour le village olympique, vous achetiez des prestations de sommeil à votre fournisseur plutôt que d'acheter des lits. Et là, je me suis dit, oh là là, elle a plein de trucs à nous raconter sur le déploiement de l'économie circulaire, et là, en l'occurrence, de l'économie d'usage dans les JOP. Et je me suis dit, il faut qu'on fasse un podcast. Donc, tu vas nous en reparler de cette histoire de lit. Donc bref, ça nous amène à aujourd'hui, à 6 mois des JOP, 170 jours, tu disais. Exactement. Précisément. Du coup, c'est le moment parfait pour t'inviter à converser. Donc vous l'avez bien compris, après cette longue introduction, aujourd'hui, on va parler un peu de toi, Caroline. Et on va aussi beaucoup parler du sujet de l'économie circulaire déployée dans un contexte très particulier et exceptionnel qui est celui de Jeux olympiques et paralympiques. Donc voilà, on va parler de tout ça. Et peut-être on va déjà commencer en douceur. Et dans un premier temps, je vais te demander de te présenter. Avec plaisir. Alors déjà, je ne suis pas marchande de sommeil, ne retenez pas ça. Je suis effectivement responsable d'économie circulaire pour Paris 2024. Et moi, je suis sportive de haut niveau, je suis ancienne sportive de haut niveau. J'ai suivi tout le parcours de formation élite en volley, du sport-études, des sélections, des centres de formation, jusqu'à mon bac, où j'ai eu le choix de soit d'intégrer le pôle espoir en volley féminin, soit d'intégrer Sciences Po Lille. J'ai pas regretté mon choix, je suis partie à Sciences Po Lille à la sortie des études, et assez naturellement, quand je suis sortie de Sciences Po Lille, mes premiers jobs étaient tournés sur la manière dont le sport pouvait créer de la valeur pour la société, notamment dans le conseil. Et de fil en aiguille, j'ai commencé à créer les premières offres RSE de la boîte de conseil dans laquelle j'étais, et je me suis spécialisée sur les sujets environnementaux. Donc voilà comment je me suis retrouvée assez tôt dans mon parcours à travailler toutes les dynamiques de réduction de l'empreinte carbone, de changement climatique, de plan énergie-climat, que ce soit des collectivités ou des entreprises. Et ma rencontre avec l'économie circulaire, elle date de, je dirais, 2014, donc ça fait presque 10 ans déjà. Et je me suis spécialisée 100% économie circulaire quand j'ai rejoint les rangs d'Auré en tant que responsable économie circulaire, comme tu le disais tout à l'heure. Peut-être quelques mots sur Auré. Oui, bien sûr, Auré, c'est le chef de file sur ces sujets d'économie circulaire. C'est un peu l'acteur historique sur les sujets d'écologie industrielle et territoriale. C'est une association qui est également un réseau qui réunit des acteurs, que ce soit des collectivités, des entreprises ou des associations, pour déployer des outils, faire du plaidoyer et trouver des solutions concrètes pour mettre en œuvre l'économie circulaire, qui est un de ces 3 piliers, mais aussi la RSE et la biodiversité. Donc à cette époque, j'occupais toute la responsabilité des sujets d'économie circulaire, au sein desquels j'ai déployé des outils, écrit des guides, notamment sur le sujet de la création de valeur. Et j'ai rejoint Paris 2024 en 2020,
en 2020 pour cette petite course de fond jusqu'au jeu et le déploiement de l'économie circulaire au sein de cette vieille maison que sont les Jeux olympiques et paralympiques. Et donc c'est comme ça que tu boucles la boucle avec ta passion pour le sport. Exactement. J'ai un peu l'impression d'avoir réuni beaucoup de d'avoir réuni à la fois une passion, mais je pense que ce que je retire en tout cas de toutes valeurs, c'est un peu ma vision du monde. C'est un esprit d'équipe et de coopération qui est fondamental dans tout ce que je fais. C'est indispensable et une détermination et une envie aussi de profiter du pouvoir du sport pour entraîner des changements de comportement. Et ça, c'est très fort dans la manière dont je travaille et aussi dans mes convictions personnelles. Ok, génial. Et donc tu seras pas au JO sur le volley. Je suis super déçue. Malheureusement. Mais je serai dans les tribunes pour la finale de volley masculin. Tu vois, tu avais deux moyens d'arriver au JO. C'était de faire Sciences Po Hill ou alors d'aller en espoir. Tu y es arrivé quand même. Alors du coup, merci de t'être présenté. Maintenant, on va passer tout de suite à Paris 2024, Paris 2024 qui est connu ou méconnu des personnes. Est-ce que avant qu'on en vienne au sujet de l'économie circulaire dans les JO, tu peux nous rappeler ou nous présenter ce que fait Paris 2024 et surtout de quoi vous avez la charge dans cet énorme écosystème qui est celui des Jeux, à la fois sur le volet visiteur, sur le volet sportif, pour qu'on sache un petit peu dans quel contexte est-ce que cette économie se déploie. Paris 2024, c'est l'entité, l'organisation qui a la charge de planifier, d'organiser, de livrer et de financer les Jeux. Donc, c'est une entité un petit peu étrange parce qu'elle se crée de toutes pièces 7 ans avant les Jeux. Donc, c'est une association qui s'est créée, qui est sortie de terre comme ça 7 ans avant les Jeux, qui grossit jusqu'à avoir plus de 4000, je crois qu'on va être 5000 salariés pendant la phase de Jeux olympiques et paralympiques et qui disparaît après les Jeux olympiques et paralympiques. Et pour nous aider dans cette tâche, nous, on hérite d'un cahier des charges du Comité international olympique, le fameux CIO, de partenaires aussi et de financement du CIO, et des méthodes héritées des précédents Jeux. Donc, ce que vous verrez et ce dont on a la charge si vous êtes heureux détenteurs de billets, c'est toutes les infrastructures existantes ou temporaires qu'on va monter pour l'occasion. Donc, on va avoir une quarantaine de sites, parmi lesquels le Grand Palais éphémère, le Centre aquatique olympique, etc., sur lesquels nous, on vient installer des infrastructures, on vient mettre du mobilier, on vient habiller avec de la signalétique, on met des équipements sportifs, on fait de la retransmission média, des espaces de restauration. Bref, on vient apporter toute notre touche événementielle. Donc Paris 2024, notre périmètre, ce sont nos sites de compétition. Et des sites de non-compétition comme le village des athlètes. Mais ce dont on n'a pas la charge, c'est tout ce qui va se passer en dehors de nos sites de compétition. Les transports, les zones d'approche. Festivités. Exactement, tu connais notre programme de festivités. Il y aura dans tous les arrondissements parisiens des zones de festivités. Il y aura partout en France des zones de célébration qui, elles, sont opérées par les collectivités. Donc, autour des Jeux, on a un écosystème très large. Et Paris 2024 a un périmètre d'opération qui est celui de la livraison des compétitions. Fondamentalement, c'est des métiers événementiels, mais là-dedans, on a tout un tas de métiers hyper différents. On va avoir de l'infrastructure, donc plutôt des métiers du bâtiment, on va faire du réseau d'eau, on va faire de l'énergie, on va avoir du mobilier, du média, des toilettes, etc. Donc c'est hyper vaste. Moi, je dis souvent que c'est comme si on créait une ville. Ouais, c'est ce que j'étais en train de me dire. Je prenais l'analogie très métabolique et je pense qu'on y reviendra tout à l'heure sur la manière dont on a construit aussi notre approche d'économie circulaire. C'est qu'au final, on vient créer une espèce de mini-ville temporaire de toutes pièces, sauf qu'on le fait à l'échelle des Jeux, qui est juste le plus gros événement du monde, et que nous, quand on fait une compétition, c'est comme si on a 32 sports olympiques. Donc on a 32 Coupes du Monde qui se déroulent en même temps. Okay. Et donc on a ces 32 mini-villes qu'on crée et qu'on opère
qu'on crée de toutes pièces, qu'on monte et qu'on démonte dans un temps assez limité. Et pour te faire ta transition sur la question d'après, je trouve que du coup c'est une étude de cas, je trouve, et un laboratoire extraordinaire pour parler d'économie circulaire, parce qu'on fait rentrer de la matière et on va la faire ressortir aussi. Ouais. Et j'étais en train de me dire, c'est ça que je vérifiais sur mon téléphone. C'est un peu Roller Coaster Tycoon. Je sais pas si tu vois ce jeu vidéo. Où en fait, c'était un jeu vidéo auquel moi je jouais quand j'étais petite, où tu devais créer un parc d'attractions et donc du coup réfléchir autour de ce parc d'attractions. Qu'est-ce que vont manger les gens, où est-ce qu'ils vont aller aux toilettes, où est-ce qu'ils vont trier leurs déchets, etc. Et donc c'est un petit peu ça en fait. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Ok, bah ça donne des bonnes idées d'expérience serious game à faire, c'est-à-dire le Roller Coaster Tycoon de l'économie circulaire, quoi. Ok. Alors du coup, merci pour la présentation de Paris 2024. Peut-être un point en introduction pour celles et ceux qui nous écoutent. On sait que l'accueil des Jeux à Paris et en France, donc parce que voilà, Paris ville hôte, mais les Jeux, ça va être un petit peu partout en France. C'est un sujet qui peut porter à débat et à questionnement sur l'empreinte environnementale et sociale d'un tel événement, le modèle économique même des Jeux. Donc voilà, ça il y a plein de questions et de débats là-dessus. Aujourd'hui, on va pas discuter du modèle des Jeux. On va bien se concentrer sur l'opérationnel. Moi, ce que je voulais comprendre, et la raison pour laquelle je voulais qu'on en parle, c'est dire waouh quoi, dans ce que t'évoques, ça veut dire quoi l'économie circulaire, et c'est exactement ce que tu as évoqué ici. On part d'une page blanche en quelque sorte, mais on s'intègre évidemment dans un modèle et dans un cahier des charges qui est indépendant de vous. Donc voilà, on va pas débattre de ça. Donc du coup, si on vient justement à cet opérationnel, l'économie circulaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, qu'est-ce que c'est? Peut-être pour commencer, c'est quoi un peu l'approche d'économie circulaire que vous avez eue? Parce qu'on sait qu'il y a plein de manières de l'aborder. Est-ce que c'est que le recyclage? Est-ce que c'est aussi sur la sobriété? Vous louez des lits, donc j'imagine bien que c'est pas que le recyclage. Comment vous avez un peu défini et quelle est votre méthode? J'aime beaucoup ton parallèle sur la feuille blanche, puisque c'est un peu ce avec quoi je me suis retrouvée quand je suis arrivée dans ce poste. C'est la première fois qu'un poste d'économie circulaire existe dans l'écosystème du comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc je suis la première Madame économie circulaire des Jeux. Écoute, au moins c'est clair, tu sais le Guinness, ça, tout ça. Mais avec l'inconvénient qui était que je n'avais pas d'historique. Je te parlais de cahier des charges et de méthodos donnés de comité en comité. Me revenait la création de cette méthode qui servirait pour les autres comités. Comme je te le disais tout à l'heure, j'ai beaucoup travaillé sur nos sujets d'économie circulaire, et j'avais notamment cette approche écologie industrielle et territoriale, l'approche de métabolisme urbain, l'analyse de flux de matière, etc., qui est venue comme une intuition au départ, en se disant mais en fait, il faut qu'on sache de quoi on parle. Il faut qu'on arrive à se donner notre propre définition de l'économie circulaire. Et pour pouvoir approcher l'économie circulaire dans un contexte jeu, il fallait qu'on puisse la tester avec une première approche de nos flux de matériaux pour comprendre ce qu'on faisait rentrer, pour comprendre ce qu'on faisait sortir, pour comprendre notre coefficient de circularité. J'avais besoin de tous ces éléments-là pour pouvoir aussi construire ma feuille de route. Donc, on s'est lancé dans cette idée un peu folle. Je dis on parce que j'ai eu la chance de croiser sur ma route la responsable déchets qui tout de suite m'a dit oh là là, on me demande de quantifier et d'estimer les déchets des Jeux. Alors bon, je peux faire un ratio par tête de pipe, mais je trouve qu'on va passer à côté de quelque chose d'autre. Ça ne dit pas, on estime tout ce qui va rentrer sur nos sites et on se dit qu'est-ce qui va sortir, et on essaye de réduire les déchets. Donc pour répondre à ta question de tout à l'heure, on l'a tout de suite pris par le prisme. Non, on va pas parler déchets et on va pas optimiser le recyclage. On va regarder tout de suite ce qu'on fait rentrer et on va essayer de maximiser le coefficient de réemploi associé à tout notre scope des Jeux. Donc on serait presque sur un scope 1, 2, 3 si on le prenait avec un équivalent carbone. Donc nous voilà partis, elle et moi, à la rencontre de tous nos collègues qui gèrent et les infrastructures, et le mobilier, et les équipements sportifs, pour leur demander ce qu'ils avaient prévu, s'ils avaient une liste de tous les matériaux, tous les équipements dont ils avaient besoin pour livrer leurs activités. Alors plus ou moins, on était là à 3 ans des Jeux, donc on avait des données qui n'étaient pas forcément stabilisées, mais ça s'est fini dans un gros tableur Excel où on a décidé de se doter d'une unité commune qui était le kilo et de faire la somme de tout ça et de se dire qu'est-ce qu'il en ressort. Donc il en est sorti
plein d'ordres de grandeur dont sur lesquels je reviendrai tout à l'heure et qui nous ont aidés à construire notre stratégie. Mais ça a été surtout un détonateur. Enfin, ça a été un peu le wake-up call en interne, puisqu'on s'est rendu compte que selon nos estimations, on avait entre 4 et 6 millions de trucs qu'on allait mettre en place pour les jeux, collectivement, pour toutes nos activités. Hein. Donc effectivement, nos 15 000 lits, on en reparlera tout à l'heure, nos tatamis, nos filets à linge, enfin voilà, on a un scope d'activité très très large, et que si tous ensemble, on était capable de faire rentrer ces 4 à 6 millions de trucs, il fallait que tous ensemble, on soit capable de les faire sortir. Et pour moi, je pense que c'est fondamental aussi dans ce que je vais transmettre au futur comité, et on a déjà commencé cette passation, c'est que le fait de pouvoir objectiver un chiffre et de rendre matériel une question environnementale, ça a été ultra utile pour ma direction et pour mes collègues qui se sont dit mais ça me parle en fait, je vois de quoi tu parles, je comprends, et oui, j'ai compris qu'il fallait en fait que je me responsabilise sur le devenir de mes équipements, parce qu'en fait ça fait beaucoup tout bout à bout. Déjà ça, pardon de t'interrompre, déjà je trouve que là la différence entre l'approche déchets et l'approche ressources et flux entrants, tu touches pas les mêmes personnes, tu rassembles beaucoup plus, tu fédères, et puis j'imagine que c'est porteur de beaucoup plus de valeur aussi. Donc déjà là, ça montre que prendre le sujet, non pas par le déchet, mais là comme tu dis, sur tout ce qui va être flux entrant, ça te permet de fédérer et de trouver un intérêt en fait partagé dans la démarche, quoi. Donc ouais, tout à fait. Enfin, je pense que on a parlé ressources, clairement. Donc on avait aussi toute l'écoute de se dire en fait là on est en train de faire l'analyse coût global que tu connais bien, enfin de se dire que on prend pas juste le déchet, et de se dire si on prend tout de suite la ressource, on va être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient dans notre démarche budgétaire, opérationnelle, logistique. Et d'autre part, je parlais de définition de l'économie circulaire avec ce défi que j'avais en me disant il va falloir qu'on se trouve une définition de l'économie circulaire liée au jeu. Donc je suis désolée pour tous ceux qui nous écoutent, parce qu'on en a des centaines de définitions de l'économie circulaire et je vais être obligée de rajouter la mienne. Mais tout bêtement, pour les Jeux Olympiques, l'économie circulaire, c'est anticiper la gestion de nos trucs. Okay. Enfin, c'est comme ça qu'on en parle, et c'est devenu un sujet ultra concret depuis 3 ans pour tous mes collaborateurs. Pour mes 4000 collaborateurs, ils ont tous compris enfin ce que c'était que l'économie circulaire, en disant oui, c'est Caroline qui va me demander ce que je fais mes trucs à la fin. Donc on a réussi à diffuser cette notion d'anticipation et de seconde vie, de réemploi, de réutilisation. Alors il y a toujours des petits mix en disant je le recycle, non, tu le réemploies, mais c'est pas grave. L'important c'est de penser ce qui se passe après. Et ça a été l'étape d'après, puisque quand avec Camille, ma collègue des déchets, on avait toute notre liste, forcément on est retourné voir nos collègues en leur disant mais qu'est-ce que vous avez prévu? Et en fait on s'est rendu compte qu'à ce moment-là, on avait déjà 50% de la seconde vie qui était complètement fléché. Oui, on fait de l'événementiel, dans l'ADN de l'événementiel, on fait du locatif, ça repart dans les stocks et ça roule. Donc on se disait déjà, pour une organisation lambda, 50% de circularité, enfin à minima de réemploi assuré dès le départ, c'est déjà pas mal, on n'a pas à rougir. Et on savait qu'on avait 3 ans pour aller chercher les 50% restants et pour prendre par la main nos différents collègues en leur disant tu sais pas encore comment tu vas faire. Alors déjà, on va faire d'abord du réemploi avant de la réutilisation, avant du recyclage, et on va le travailler ensemble. Et est-ce que tu as peut-être des ordres de grandeur donc là, c'est sur votre approche et votre méthode. Donc, on l'a compris, dès le début, tu as dit, il va nous falloir notre définition de l'économie circulaire, c'est-à-dire qu'est-ce que l'économie circulaire dans les jeux, sachant que c'était la première fois que l'économie circulaire dans les jeux était un rôle à part entière et surtout était abordée. On va pas en parler, mais ça m'intéresse. J'ai toute la chance d'avoir le déjeuner après, Caroline, pour parler de toutes ces questions-là. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est avec donc ta collègue des déchets ensemble se dire on va plutôt avoir une approche flux entrant et en fait identifier tout ce qui rentre et donc du coup tout ça, comment est-ce que ça va être géré et quelle est l'économie autour de ces choses-là. Donc ça, c'est un petit peu dans votre méthodologie. Et ensuite, ce que je comprends, la troisième composante, ça a été pour chacun de ces 4 à 6 millions de trucs qui rentrent,
Qu'est-ce qu'on fait? Et là, avec chaque personne de l'équipe, c'est dire, OK, est-ce que tu fais donc du réemploi, de la réutilisation, du recyclage? Et de cette manière-là aussi, quand bien même t'as pas débattu avec eux des heures réemploi, recyclage, c'était quand même un moyen aussi, toi, de faire du transfert de connaissances, de la formation, de la sensibilisation aussi à la différence entre les différentes démarches. Donc ça, c'est un petit peu sur la méthode. Maintenant, tu as évoqué tout à l'heure de dire que tu donnerais peut-être quelques éléments de ordre de grandeur sur les principaux flux. Parce que je pense que les 4 à 6 millions de trucs, on a un peu du mal. Tu disais 15 000 lits, mais après, j'imagine qu'il y a aussi, vu qu'on est sur le périmètre 1, 2, 3, en quelque sorte, tout ce qui va être de l'ordre du visiteur, l'alimentation, dans quoi on va boire, les bouteilles pour les athlètes. Enfin voilà, c'est quoi un petit peu ces ordres de grandeur et ces trucs? Volontiers, oui. C'est le gros apprentissage de cette méthode qu'on a appelée empreinte matière. Ouais. Donc en fait, on s'est doté de l'empreinte matière des jeux et cette méthodologie, on en parlera tout à l'heure, mais du coup, elle va venir comme l'empreinte carbone se mettre dans ce qu'on va demander pour les futurs événements. Donc dans notre empreinte matière, ce qu'on a réalisé, c'est que les 3/4 dépendaient de nos infrastructures temporaires. Donc ce sont nos fameux 40 sites à aménager, nos tribunes, nos barrières, nos mètres linéaires de stands, etc., etc. Ça, c'est le gros de notre empreinte matière, et c'était la bonne nouvelle puisque dans le cœur de métier de ces infrastructures temporaires, c'est énormément de réemploi. On n'est que sur du stock. Voilà, tu vois, t'as l'image d'une barrière Vauban. Une barrière Vauban, elle est faite pour durer, et on la mobilise que pendant quelques semaines. Après, on a un gros 10%, on a 12-13% de notre empreinte matière qui est liée à l'aménagement. Et c'est là qu'on va retrouver tous nos équipements de mobilier, donc petit mobilier, petite fourniture. On a en tout et pour tout 600 000 petits équipements, 600 000 équipements de mobilier, dont nos fameux 15 000 lits pour faire dormir nos athlètes. On a, tu le disais aussi, pour 10% de cette empreinte matière, tout ce qui est lié à la restauration, donc l'alimentation, le poids des repas et les emballages qui sont liés à ces repas. Pour te donner une idée, on a donc 13 millions de repas à servir. Y compris sportifs et athlètes et sur des publics, tu as tout à fait raison, sur des publics visiteurs, athlètes, médias, staff, etc., etc. Pour te donner une idée, au village olympique, on va en pic de service servir 40 000 repas par jour. C'est la plus grosse cantine du monde en temps de paix. Et c'est un véritable défi opérationnel puisque tu te doutes bien qu'un athlète mange beaucoup. Il y a des régimes alimentaires divers et variés. Donc on a un vrai terrain de jeu très challengeant et très rigolo sur la cantine du village. Si je descends encore un petit peu, ce qui nous vient à l'esprit quand on pense événementiel sportif, quand on pense jeu, ce sont nos équipements sportifs, qui là, effectivement, en numéraire, sont assez importants. On a un gros 1,5 million d'équipements sportifs qu'on va déployer, donc de nos balles de ping-pong à nos fameux tatamis et nos poteaux de volley. Mais ça pèse rien. Si on est en masse par rapport en kilos, au reste, ouais, en masse, on est, c'est je crois un petit pourcent de notre empreinte matière. Mais tu l'auras compris en te disant ça, ce que je te dis aussi, c'est que l'approche volume, elle est très éclairante sur plein de choses, mais elle fait pas tout. Et à côté de ces ordres de grandeur, pour construire notre stratégie, on avait aussi d'autres angles d'attaque, notamment, tu l'auras compris, tout ce qui va être un peu nos irritants. Ouais. Les emballages, ça pèse rien. Mais si on sert 13 millions de repas et qu'on part du principe qu'un repas vient forcément avec un emballage, potentiellement on peut se retrouver avec 13 millions d'emballages. Donc il y avait tout ce sujet des emballages qu'on voulait aborder, puisque en numéraire, si on se retrouve avec 13 millions d'emballages partout sur nos sites, c'est pas souhaitable. Qui draine aussi tout le sujet du plastique, qui faisait partie de nos gros irritants, qui dans les faits ne pèsent rien, mais pour lequel on sait qu'on avait envie d'avoir un plan d'action assez fort. Donc ça, c'est un deuxième angle d'attaque, celui sur nos irritants et aussi le volume un peu en numéraire qu'on a envie de traiter. Le deuxième angle, c'était celui du pouvoir d'accélération.
en se disant en quoi les jeux peuvent servir de nouvelles normes pour un certain nombre de secteurs. Je sais pas si on aura l'occasion d'en reparler aujourd'hui, mais ce qu'on appelle le look and signage, tu sais, toute cette ambiance des jeux, la signalétique, les oriflammes, les kakémonos, les bâches, tout le textile pour lequel tu viens donner une ambiance d'événement. La scénographie. Exactement. Où là, tu vas retrouver de la panoptique, des supports souples, un peu textiles, tous ces éléments-là qui vraiment sont un secteur très fort de l'événementiel, pas que sportif, et qui est un secteur qui aujourd'hui est du 100% linéaire. On produit un truc, c'est millésimé, c'est 99% de plastique, les filières de recyclage traditionnelles savent pas le traiter, c'est pas anticipé. Donc on a un truc qui est produit juste pour l'événement, qui part au mieux en incinération. Donc on savait que on avait le temps de travailler avec ce secteur et on aurait la force de frappe en tant que donneur d'ordre de proposer un nouveau modèle. Donc des effets de levier, quoi. Exactement. Donc, 1, t'avais le kilo, le tonnage, quoi. 2, t'avais la partie numéraire et irritant. Et là, ce que tu évoques, c'est ce sur quoi on avait l'effet de levier. Tout à fait. Okay. Donc cette partie un peu support de communication visuelle, si on le résume comme ça, tout le sujet du textile pour lequel on allait avoir pas mal de production, notamment pour nos uniformes volontaires, etc. Pour aussi les uniformes de l'équipe de France, pour lequel on savait qu'on aurait un peu de visibilité, qu'on pourrait passer des messages forts, et nos produits dérivés, où là, oui, on va avoir des produits dérivés, mais avec peu d'entreprises qu'on pouvait accompagner sur le long terme, enfin sur le moyen terme, puisqu'on a un accompagnement de 3 ans pour développer des démarches d'éco-conception. Donc cet effet de levier pour nous, c'était aussi un élément fort de la stratégie et l'envie de travailler les symboles. Tu vois, enfin, je sais pas si on aura l'occasion d'y revenir, mais parmi moi, les raisons pour lesquelles je crois beaucoup dans ce job, c'est la capacité à envoyer des messages forts et à avoir de la bande passante médiatique. On annonce demain nos médailles. J'espère que vous penserez à moi quand vous aurez les médailles. Le fait de pouvoir mettre de l'économie circulaire dans la révélation de nos torches qui sont déjà sorties, des médailles qu'on annoncera demain, des podiums qui seront présentés bientôt, surtout ces gros exercices de style des jeux qui rentrent un peu dans l'histoire. Pour moi, c'était aussi quelque chose d'important pour avoir ce qu'on appelle nous le brain print. Je sais pas si c'est un concept que tu utilises. C'est l'empreinte, l'empreinte, ce dont les gens vont se rappeler, quoi. Moi, c'est comme ça C'est de travailler au-delà du footprint de notre empreinte matière, le brain print, ce qu'on allait laisser comme marque dans le temps sur nos sujets d'économie circulaire et qui resterait une forme d'héritage. Et un peu à l'instar, c'est à ça que je pensais, mais tu vois, sur les quelques initiatives qu'il y avait eu sur les jeux précédents, moi, je connais pas du tout, hein. Je suis pas une grande spectatrice jeu, mais je me rappelle ce sujet sur les médailles qu'il y avait eu avec le Japon. Et effectivement, tu vois, c'est le tout dont je me souviens, quoi. Donc, exactement. Et c'est vrai que Tokyo avait fait un super projet de médaille à partir d'appareils électroniques et d'électroménagers usagés. Donc, ils en avaient profité pour collecter. Donc, il y a une super belle opération. Spoiler, nous n'avons pas réitéré cette opération. Nous avons fait différemment. Donc, demain. Okay, voilà. Très bien. Donc, demain, vous le saurez, on est le 7 février. Demain, c'est le 8 février. Donc, quand vous écouterez ce podcast, vous aurez déjà... voilà. Donc, il n'y a pas de spoiler. Exactement. Ok. Est-ce que tu avais d'autres ordres de grandeur ou c'est déjà pas mal? Non, je pense sur les gros chiffres, t'as à peu près ceux sur lesquels on communique pas mal. Ok, top. Et du coup, sur les différentes approches, et ça, c'est vraiment super intéressant parce que cette empreinte matière, paradoxalement, dans l'économie circulaire, on en entend peu parler. Enfin, en fait, le prisme, c'est souvent le carbone. Donc, en fait, on va rentrer par le carbone. Et là où j'ai le plus d'impact carbone, je vais faire de la circularité, donc c'est-à-dire du réemploi, de la réutilisation, du recyclage. Et finalement, là, l'empreinte matière, on a vraiment cet objectif, donc de réduire peut-être l'empreinte matière, mais aussi surtout de s'assurer que ces 4 à 6 millions de trucs finissent pas en déchets et surtout ne vont pas continuer aussi à contaminer par la suite. Et avec les différents leviers, pareil, super intéressant, à la fois avoir le critère volume, le critère poids, unitaire, irritant et levier, quoi. Maintenant, si on en vient à qu'est-ce que vous faites? Quelles sont les choses concrètes qui sont déployées sur ces différents trucs?
on s'est doté, d'ailleurs elle est en ligne, auto-promo, une stratégie économie circulaire, qu'on résume avec un triptyque qui fonctionne plutôt bien. C'est le moins, mieux et pour longtemps. Moins en se disant que, tu le disais en introduction, est-ce qu'on allait travailler la sobriété? Pas simple, mais quand même. Produire moins de ressources, c'est quand même, c'était la porte d'entrée privilégiée. Ça passe par différents leviers. Le concept. Donc là, je m'attribue clairement des lauriers qui ont été décidés bien avant moi, mais tu le sais mieux que moi, 80% des impacts sont déterminés au moment de la conception. Et il s'avère que dès la candidature de Paris 2024, cette idée de très peu construire, cet engagement de 95% d'infrastructures existantes ou temporaires, est un levier clé en matière d'économie circulaire sur ce produire moins. Si je te donne un ordre de grandeur, je crois qu'à Londres, ils ont construit 12 enceintes sportives. Tokyo, il devait y en avoir 9. Alors, j'ai plus exactement les chiffres, mais nous, on en construit 2. Le village olympique qui sera un quartier de ville, donc au final qu'on utilise nous pour quelques semaines, et le centre aquatique olympique qui répond à une vraie sous-dotation du territoire en matière d'équipement sportif. Donc ce produire moins, il passe en premier lieu par le concept, donc très fortement marqué sur une sobriété, une densité aussi des sites en Île-de-France. Il passe par un challenge de nos besoins. Clairement, c'est de se dire, si je te prends notre exemple du mobilier, j'ai hésité en te donnant le chiffre parce que jusque ces dernières semaines, on parlait de 800 000 équipements de mobilier et de fourniture. Et par un travail de dingue des équipes mobilier, elles sont allées faire un inventaire de tous les sites qu'on utilise, qu'on va utiliser, même les sites d'entraînement pour voir dans chaque pièce s'il y avait déjà une chaise, s'il y avait déjà comment on appelle ça, un cintre, s'il y avait déjà un porte-manteau. Et ce faisant, ils ont réussi à réduire les besoins. Donc, on est passé de 800 000 équipements de mobilier. Là, on est un peu moins de 600 000. On n'a pas encore les derniers chiffres atterris, mais tu vois, toujours être sur cette questionnement de besoin, d'optimiser l'existant, de vraiment essayer de n'utiliser que ce dont vraiment on va avoir besoin. Donc là, quand tu dis besoin, pardon, c'est au regard de nombre de cintres existants, on a besoin de tant de nouveaux cintres. Exactement. Pas forcément neufs, mais nouveaux cintres. Exactement. C'est pour nos publics, chacune de nos directions vient dire, moi j'ai tant d'agents qui vont opérer, donc il me faut un casier, une planche où j'écris des trucs sur ma feuille, etc., etc. Donc c'est vraiment un travail de dingo vu nos publics et voilà, ils ont vraiment pris ce rôle à cœur de se dire ok, on réduit. Ton Excel, il doit faire 40 pages. Non, mais c'est un truc de dingue parce que tu descends dans une finesse d'espace par espace, de tes sites de compétition. Enfin, c'est vraiment un travail de barjo et je salue vraiment le travail qui a été fait par ces équipes. Donc vraiment de réduction, de mutualisation aussi de besoins entre les Jeux Olympiques et les Jeux Paralympiques, entre les différents services, etc. Le troisième pilier de ce produire moins, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est la location, c'est l'usage. Il faut rappeler juste qu'il y en a qui sont peut-être un peu néophytes sur qu'est-ce que l'économie de fonctionnalité. De fonctionnalité, bien sûr, c'est de se dire qu'on n'a pas besoin d'être propriétaire d'un truc, mais qu'on a besoin d'un usage. Et si tu veux, c'est peut-être le moment où je peux parler de cette fameuse histoire de lit qui est du coup le fil rouge de cet entretien. Il y a 3 ans, on a évidemment beaucoup travaillé avec nos services achats et on construit notre besoin pour 15 000 lits au village des athlètes. On a 15 000 athlètes, il nous faut 15 000 chambres, 15 000 lits, 15 000 oreillers, etc., etc. Donc mes acheteurs rédigent un cahier des charges en disant besoin d'acheter 15 000 lits. C'est quand même un peu étrange. On a quand même des athlètes qui, en fonction de la durée des compétitions, vont rester de 4 jours à 10 jours. Va-t-on vraiment acheter des lits pour si peu? Puis après, il va falloir qu'est-ce qu'on en fait après? On questionne un peu le besoin. Et je leur dis, non, mais en fait, les gars, vous n'avez pas besoin d'acheter des lits, vous avez besoin de confort de sommeil pour les athlètes. Silence atterré dans l'assemblée. Ils se disent, oh là là, la fille de l'excellence environnementale, elle a complètement craqué.
Et j'explique ce fameux concept d'économie de la fonctionnalité en leur disant, mais vous voyez, t'as pas besoin d'être propriétaire d'un lit. Toi, t'as juste besoin de t'assurer que tes athlètes, ils dorment le mieux possible pour super bien performer le lendemain. Donc, on va écrire un appel à manifestation d'intérêt pour trouver celui qui va nous offrir la meilleure prestation de confort de sommeil. Donc là, Imagine la réponse. Alors nous avons un massage. C'est dans le moment où il faut trouver ses alliés. Enfin, c'est dans ces moments-là qu'il faut trouver ses alliés. Et à ce moment-là, c'est l'équipe sport qui a été mon allié en disant moi les athlètes c'est les plus importants, c'est les rois du monde. Il faut qu'ils dorment bien. Et on s'est tous pliés aux desiderata de l'équipe sport et des athlètes. Et donc, nous avons trouvé un prestataire de confort de sommeil qui s'est engagé à nous mettre à disposition les meilleurs matelas possibles, qui sont des matelas qui sont personnalisables, adaptables aux athlètes selon leur morphologie, et qui les reprennent après les Jeux pour que ces matelas continuent une seconde vie. Donc, voilà ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité, c'est de se dire que moi, j'avais pas besoin d'acheter des matelas, c'est de se dire que j'avais besoin de faire dormir des athlètes pendant 15 jours, ce qui est fondamentalement très différent. Je m'arrête juste une seconde sur cette partie location, puisque aujourd'hui, c'est celui pour lequel on a le plus de recul, puisque notre stratégie d'approvisionnement, elle est tout à fait quasiment stabilisée à 6 mois des Jeux. Donc tout le gros travail qu'on a fait avec notre direction des achats par cette stratégie responsable des achats, par du coup la stratégie économie circulaire, aujourd'hui fait que 90% de nos approvisionnements, je parle pas d'achat et c'est à dessein, fait que nous ne sommes pas propriétaires des trucs dont on a besoin. Donc on a réussi à cranter cette dynamique de seconde vie, cette dynamique locative, cette dynamique de fonctionnalité tellement loin dans notre modèle que 90% des actifs, des biens, des équipements, des produits dont on a besoin restent propriétés ou sont repris par les prestataires et partenaires des Jeux Olympiques. Donc sur ce volet-là, je pense qu'on le clôture et on atterrit sur un modèle dont on est assez fier et on espère inspirer les prochains. Le deuxième pilier, c'est le produire mieux, puisque tu l'as compris, parfois on va devoir faire produire, on pourra pas être que sur de la seconde main. Donc c'est comment est-ce que on a, en tant que donneur d'ordre, mis des standards ultra élevés sur la conception de nos produits. Sur nos gros volumes, donc on parlait des infrastructures temporaires, on a un guide d'éco-conception des infrastructures temporaires qui nous explique comment est-ce que tu fais des infrastructures de manière moins impactante. Donc l'exemple typique, c'est le Grand Palais éphémère. Comment est-ce que tu fais cette infrastructure pour qu'elle soit réutilisée, qu'elle soit compacte, qu'elle soit économique, qu'elle maximise l'usage du bois, etc., etc. Mais on a aussi travaillé sur notre fameux tout ce qui est le branding, donc le support de communication visuelle, pour renverser ce que je te disais tout à l'heure, ce modèle linéaire où 100% des trucs sont brûlés. Nous, on a demandé à ce que 100% de ces éléments-là soient conçus pour être valorisés. Et aujourd'hui, ce que je peux te dire, c'est que en travaillant sur tout le scope de l'éco-conception, sur la réduction, la sobriété, la substitution, etc., etc., on a réussi à embarquer les équipes pendant 3 ans. Et aujourd'hui, le prestataire qui va opérer s'est engagé à assurer 90% de la valorisation de tout ce qui va imprimer et fabriquer. Donc là, on a encore tout un travail sur maximiser le réemploi, mais tu vois, on a vraiment renversé, on est passé de 100% usage unique à 90% revalorisé. Et tu mets quoi dans valorisation? Tu mets recyclage, tu mets aussi énergie ou... Merci pour ta question qui est fondamentale. Quand on parle de revalorisation, c'est réemploi, réutilisation, recyclage. Ok. On met pas la valorisation énergétique. Très bien. Ça me va très bien. Question aussi pour celles et ceux qui feraient pas la différence forcément entre les deux. Comment tu vas distinguer réemploi et réutilisation? Et si on décline cet exemple de notre branding, de notre look et de notre signalétique, le réemploi, ça va être toutes mes éléments de signalétique. Mes flèches qui indiquent les toilettes, elles peuvent rester flèches qui indiquent toilettes pour d'autres événements. Et on travaille d'ailleurs cette piste avec des collectivités qui voudraient reprendre notre signalétique. En revanche, des éventuels bâches, des oriflammes aux couleurs des Jeux, c'est un petit peu plus compliqué à les faire vivre dans le temps. Donc, il y aura une phase de transformation pour qu'elles deviennent autre chose.
On est encore en train de réfléchir, mais dans les exemples traditionnels, voilà, c'est ce qu'on appelle l'upcycling. Est-ce qu'on en fait une pochette? Est-ce qu'on en fait Un autre sac, chose? Voilà, un ouais. sac. Ça, on y travaille avec le prestataire. Donc c'est ça, la réutilisation, c'est la transformation en vue d'un autre usage de notre matière première. Merci beaucoup pour ces éléments de langage. Je te laisse revenir. Je t'en prie. Voilà pour les parties éco-conception. Donc c'est vraiment comment est-ce qu'on va accompagner le secteur avec notre force de frappe pour produire différemment et cranter des dynamiques d'éco-conception. Et le troisième pilier, c'est le pour longtemps. Comment est-ce que à la fois tout ce qu'on a mis en place, on assure une seconde vie, on allonge la durée de vie, donc vraiment on a mis en place ces éléments-là pour longtemps. Donc à la fois avec l'engagement de nos prestataires, de nos partenaires d'assurer une seconde vie. Nos 800 000, 600 000 équipements de mobilier, tous nos partenaires se sont engagés à 100% de seconde vie de ce mobilier, donc et nos 15 000 matelas, mais tout le reste. Je crois que j'ai prévu de reparler de l'Ireco tout à l'heure, qui profite des jeux pour lancer leur plateforme de seconde main. Donc on a vraiment cet engagement à avoir une seconde vie sur tout ce qu'on met en place. Donc là, on est vraiment sur du réemploi. Tous nos équipements sportifs, évidemment je l'ai pas rappelé, mais nos équipements sportifs, ils vont être donnés au mouvement sportif. On a cet engagement d'héritage pour le mouvement du sport, avec des programmes qui ont été créés dès le début, notamment sur nos bassins de piscine. On a 3 bassins de piscine qui seront donnés aux villes, à des collectivités de Seine-Saint-Denis, justement, pour pallier ce manque d'infrastructures et le fait qu'un enfant sur 2 ne sait pas nager en Seine-Saint-Denis. Donc tout ça, c'est la partie seconde vie, mais il y a aussi le pour longtemps du changement de comportement. Comment est-ce que notre action, elle va permettre de donner une nouvelle norme, d'accompagner des changements de comportement sur le tri, le geste de tri, le recyclage, où là on a beaucoup travaillé sur l'harmonisation des consignes de tri. Comment est-ce que tous les événements des jeux liés aux jeux, les collectivités qui vont faire des célébrations, les opérateurs de mobilité, comment, si vous êtes un spectateur ou même si vous allez être dans la ville pendant les jeux, vous allez trouver à chaque fois les mêmes couleurs pour les poubelles, les mêmes consignes de tri, avec une signalétique qui sera harmonisée sur tout le parcours des jeux. Donc on espère aussi accompagner des changements de comportement dans le temps, et c'est ce que je mets dans ce pour longtemps. Donc voilà nos 3 leviers, le moins, le mieux et pour longtemps. C'est comme ça qu'on opère, et c'est comme ça qu'on a décliné tout notre plan d'action. Ok. Passionnant. Est-ce que peut-être tu pourrais nous parler plus rapidement, enfin ou pas, c'est toi qui décideras. Tu as évoqué beaucoup de parties prenantes. Tu as évoqué évidemment les fournisseurs, tu as évoqué les équipes, donc achat, mobilier, déchets, etc. Là, tu as évoqué le fait que je suppose que c'est un fournisseur allait profiter de cet effet de volume pour lancer une plateforme de réemploi. Et j'imagine qu'il y a aussi dans cet écosystème jeu toutes les villes hôtes passées et futures, parce que voilà, tu t'inscris quand même dans un environnement international. Donc est-ce que tu pourrais nous parler comment est-ce que l'économie circulaire et là toutes les démarches dont tu parles sont accueillies de la part de ces différents acteurs? On a compris qu'en interne c'était plutôt ok, et que tu vois, tu as parlé d'équipe sport aussi, c'était un moyen de valoriser des besoins, des choses comme ça. Mais de la part des autres acteurs, comment c'est pris et accueilli? Je crois qu'il y avait beaucoup de curiosité au départ. Je pense notamment à notre exercice d'empreinte matière, puisque ce que j'ai pas dit, c'est que on a demandé à tous les acteurs qui travaillent pour nous de faire cet exercice-là. Donc c'est aussi comme ça qu'on compile à la fin notre empreinte matière finale. Et que mes responsables de site, quand je leur demande de remplir un tableur Excel avec tout ce qui rentre, ils sont pas chauds. C'est clair. Ils sont pas ultra Qu'est-ce qui est nouveau celle-là? parce que et tu l'as dit, c'est un travail assez conséquent. Donc il a fallu être très pédagogue sur le pourquoi on le faisait et en quoi ça allait leur servir. Et aujourd'hui, c'est un outil qui est la colonne vertébrale de la traçabilité de nos biens et de nos équipements.
avec dedans tout un tas de sujets derrière, de comptabilité, de clôture de contrat, de réception de commandes, de anticipation aussi des vols et des disparitions, qui est une question qui nous anime beaucoup. C'est est-ce que le vol, on le compte dans le réemploi ou pas de nos actifs? C'est souvent posé ça sur le sujet des gobelets notamment. Vous pouvez nous répondre en commentaire ce que vous en pensez. Donc, je pense que il y avait une curiosité assez positive en interne. En externe, ils ont eu envie de jouer le jeu tout de suite. La plupart des acteurs, je pense, tu vois, à la ville de Paris, typiquement, quand on a sorti nos engagements sur le branding, le look et la signalétique, ils sortaient leurs appels d'offres pour trouver leurs prestataires. Ils ont dit, OK, on prend vos outils, on prend vos clauses et on y va et on le fait ensemble. Et eux, ils ont trouvé, pareil, un prestataire qui s'engageait à 90 ou 100% de revalorisation. Donc, ultra partant parce qu'en fait, on déploie des outils et des guides d'accompagnement. En fait, on a des choses clés en main qu'on donne à tous nos acteurs et qui sont très contents de s'en saisir et qui, du coup, nous permettent d'avoir une ambition harmonisée sur tous ces secteurs-là. Et puis après, on a nos prestataires qui, en fait, sont dans le bain dès le début. Je le disais, par les achats, parce qu'en fait, dans la manière dont on rédige nos appels d'offres, c'est intégré. Ils le voient pas uniquement dans notre critère RSE, tous nos marchés ont des critères RSE, mais dans le périmètre de prestation. À chaque fois, on vient intégrer ça dans le besoin fonctionnel. Et puis après, donc dans les notations, on est là, dans les ateliers, on est là, donc dans la compétition, ils nous ont déjà vus au moins 3 fois. Et quand ils arrivent, ils ont compris ce que Caroline Louis, elle voulait, et comment il fallait travailler. Et donc ils sont complètement formés quand ils arrivent, et nous derrière, on les suit. Et à tel point, il y a une anecdote, moi, que j'aime bien raconter, que, par exemple, on a des acteurs qui ont été des déçus de ces marchés publics et qui nous disent, vous savez quoi, on s'est rendu compte que vous poussiez le curseur tellement haut et qu'on n'était pas au niveau, qu'on est content de s'être pris cette claque. Et on est content que vous nous ayez challengé parce que maintenant, on va faire différemment. Donc, c'est peut-être moi un des meilleurs appels aussi de dire que on a envoyé un appel au secteur très fort en disant ça va être très important à partir de maintenant. Et peut-être la dernière anecdote, c'est aussi le fait que dans nos prestataires, on leur demande des référents RSE. Donc pas que sur les sujets d'économie circulaire. Donc on a aussi fait un énorme appel d'air d'un point de vue formation professionnelle pour que chacun de nos prestataires ait un référent RSE. Et tu t'en doutes, c'était loin d'être le cas. Ouais, c'est clair. Donc aujourd'hui, on a une armée de référents RSE qui arrivent sur tous nos secteurs et qui disent maintenant, on va pousser les trucs de l'interne. Donc on est vraiment, je trouve, un accélérateur, un catalyseur, parce qu'on a une grosse force de budget, parce que les acteurs ils ont envie de faire l'effort pour nous, et puis parce que on a cette ligne d'horizon. Les jeux, c'est allez, on fait l'effort parce que c'est quoi, 1 an, 2 ans, 3 ans, là c'est dans 6 mois. Donc on est aussi ce truc qui rassemble, qui fédère, parce qu'on a tous envie d'être au niveau. Ouais, et en face ils ont une interlocutrice qui les accompagne, enfin tu vois, c'est aussi un levier de transformation, c'est ce que tu évoques. Enfin, je pense que il y a celles et ceux qui se sont pris la claque et qui se sont dit du coup, il faut qu'on y aille, parce que s'il y a cette opportunité, probablement qu'il y en aura d'autres, et par ailleurs, prise de conscience. Mais je pense qu'il y a aussi tous ces acteurs qui probablement attendent. On sait que la transformation, le passage à l'action est beaucoup drivé aussi par évidemment la demande parce que en termes économiques et aussi en termes de volume pour les économies d'échelle et tout ça. Donc je pense que là, c'est aussi celles et ceux qui voulaient passer à l'action se sont dit c'est le bon moment parce qu'on est accompagné, parce qu'on sait qu'en face ça va être bien pris et en plus on a les volumes suffisants pour y aller Donc je comprends. Pourquoi tu crois en tout ça? J'avais prévu de te poser cette question qui est quelle est la journée type d'une responsable économie circulaire d'un tel événement? Parce que tant la journée type d'un community manager, d'un maçon, tu l'as. Quand tu tapes sur Internet, c'est quoi? Mais là, si je tape sur Internet, quelle est la journée type d'une responsable économie circulaire des Jeux Olympiques et Paralympiques, tu seras citée en exemple, Caroline. Donc, va falloir nous faire une réponse. Oui, alors évidemment, je te fais la réponse bateau de la journée type, c'est que j'ai pas de journée typée. En fait, ces 3 dernières années, j'avais un boulot très porté conseil, conduite du changement. Ouais.
Voilà, on développe une méthode, on fait une stratégie, on accompagne les acteurs, on produit tous les outils, on fait le kilomètre supplémentaire pour accompagner les opérationnels et lever tous les freins opérationnels. On est vraiment dans l'accompagnement et la conduite du changement douce, partagée et très constructive. Donc ça, c'était voilà un quotidien que vous allez retrouver dans un cabinet de conseil assez traditionnel. Aujourd'hui, à 6 mois des Jeux, mon boulot il est quand même complètement différent, très les mains dans le cambouis, hyper opérationnel, et j'ai des journées qui n'ont absolument aucun sens avec tout un tas de sujets rigolos. J'ai regardé ta question et je l'ai préparée en me disant bah tiens, si je prends ma journée d'hier. Ma journée d'hier, elle a commencé sur le sable du beach volley sous la Tour Eiffel. Voilà, quelles sont les modalités pour pour le sable. Et puis après, j'ai été contactée par les objets trouvés. On va avoir 15 000 objets trouvés sur comment est-ce qu'on avançait sur l'opération de nos objets trouvés. Puis on se pose la question, parce qu'on travaille toujours du plus petit au plus grand, parce qu'on croit en force des symboles, de nos objets protocolaires. Et donc j'avais cette discussion sur le kimono offert par la délégation, le kimono en soie offert par la délégation du Japon. Quelle réponse va-t-on trouver pour ce kimono? Donc tu vois, dans une journée, et je te parle pas des 60 000 filets à linge qui vont laver les chaussettes des athlètes. Donc je suis sur des sujets très concrets au quotidien, avec à chaque fois un accompagnement pour trouver la meilleure réponse possible en phase avec qu'est-ce qui opérationnellement va pouvoir être fait de notre côté, qu'est-ce qui fait du sens, qu'est-ce qui répond aussi à un secteur qui peut accorder tout ça. Donc là, on est très concentré, on est à fond dedans sur tous ces sujets très rigolos. Je dis parfois, je vois arriver des mails, je me dis mais c'est pas possible voilà, d'avoir autant de surprises au quotidien. Et puis demain, quand on va passer en phase jeu, là, ça sera encore un autre métier, voilà, où il va falloir vraiment assurer que la tuyauterie elle fonctionne, et s'il y a des fuites, venir avec mes rustines et mon sac d'outils pour trouver les solutions dans l'urgence. Donc non, être responsable économie circulaire au sein des Jeux, c'est plein de casquettes différentes, mais toujours, je pense, en soutien et dans cet esprit d'équipe pour accompagner et faciliter la vie de ceux sur qui la pression opérationnelle repose de manière pleine et entière. Ouais, c'est clair. Et puis, ce qui est assez, je pense, stimulant pour toi, c'est que sur ces enjeux d'économie circulaire, on va être souvent sur un aspect. La partie plutôt préparer, concevoir, penser, donc sur ces diags, ces tableaux Excel, tout ce que tu as évoqué. La partie plutôt suggérer les propositions, les recommandations, les solutions, et ensuite, ou plutôt la partie opérationnelle. Tu vois, là, finalement, depuis 2020, t'es passé par toutes ces étapes, quoi. Donc c'est génial, parce que tu vois aussi l'aboutissement de tout ce sur quoi tu as travaillé. Très bien. On pourra donner ça à ChatGPT pour qu'il nous dise à toi, intelligence artificielle. Du coup, c'est la bonne transition sur une question que je souhaitais te poser. Il n'y a pas de surprise. Cette question, elle concerne ton engagement et le contexte dont on a évoqué, qui est celui des Jeux, qui est quelque chose de très gros, etc. Et aussi du contexte plus global, de notre économie, dans lequel on a beaucoup d'injonctions contradictoires. Donc là, la question, au-delà de Madame responsable économie circulaire, c'est vraiment Caroline Louis. Toi, est-ce que tu arrives à garder un peu l'espoir, de l'espoir en l'économie circulaire et en ces nouveaux modèles économiques, face à toutes les injonctions contradictoires auxquelles on fait face? Évidemment, évidemment, je constate. Si tu dis non, non, mais évidemment, je partage ton constat. Je constate qu'on va pas dans le bon sens. On est au début de l'année, donc évidemment, j'ai revu passer les mises à jour du Circularity Gap Report, qui nous dit qu'en 2018, on était déjà à un piteux 9% de circularité, et que là, on est passé à 7% en l'espace de 5 ans. Donc oui, on va vraiment pas dans le bon sens, et on perd en circularité au fur et à mesure que les mois passent. Mais c'est aussi la raison pour laquelle j'y crois encore.
c'est que je crois que je l'ai dit en introduction, mais je suis quelqu'un de profondément optimiste et il faut le faire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai pris ce job, c'est que pour moi, j'avais envie d'être une démonstration à taille réelle d'un modèle de circularité qui était non seulement possible, mais en plus optimal, souhaitable, désirable, et de montrer qu'on pouvait avoir une giga fête un truc ultra festif et ultra circulaire en même temps. Et si j'y crois, c'est parce que je me dis que si nous on arrive à le faire, tout le monde peut le faire. Parce que on a un défi opérationnel extrême, je le disais à demi-mot tout à l'heure, mais moi, mon collègue qui doit livrer les 13 millions de repas, déjà, en temps normal, personne ne sait livrer 13 millions de repas. Si en plus tu lui dis « Ah ouais, au fait, tu vas faire 50% de plastique à usage unique en moins, et tu vas mettre des modèles de consignes, et tu vas mettre tu vas checker toute ta chaîne logistique pour t'assurer que t'as pas de... etc., etc. » Lui, il a un stress de livraison énorme. S'il arrive à démontrer qu'il arrive à être à réduire son plastique à usage unique, à réduire ses contenants, ses emballages sur toute la chaîne, franchement, tout le monde peut le faire. Ouais. Si en plus de ça, comme je le disais, on a, tu vois, 0 bande passante. Enfin, aujourd'hui, c'est voilà, nous on a une date, c'est le 26 juillet. On peut pas se permettre d'être en retard. Tout tourne autour de nos compétitions. Si j'arrive à montrer que j'ai réussi à infiltrer mes opérationnels pour qu'ils livrent un modèle circulaire, alors que franchement, ils ont vraiment pas que ça à faire, bah franchement, tout le monde peut le faire. Et le dernier truc, c'est les contraintes budgétaires. On a une contrainte budgétaire qui est ultra tendue, on s'est pris l'inflation, on a des engagements de non-dépassement de budget qui sont vraiment ultra stricts. Donc, tu vois, si je prends un peu les 3 piliers qui sont un peu les 3 freins à l'action, où on nous dit, bah non, on n'a pas d'argent, ça coûte plus cher, pas d'argent. On sait pas faire. Et puis, ah bah non, moi, j'ai ça à livrer, donc je peux pas. Des priorités. Là, j'ai toujours fait ça comme ça et au moins ça tient. Franchement, si on arrive à démontrer qu'on peut faire autrement, je veux vraiment qu'on se serve des jeux comme d'un laboratoire, d'un énorme terrain de jeu et de terrain d'expérimentation pour dire qu'à notre niveau, un modèle à X% de circularité est possible et qu'on l'a fait, que c'était indolore et que c'était tout aussi bien, voire c'était mieux, et qu'on a gagné sur tous les sujets. Donc, pour moi, c'est une vraie source de réjouissance de pouvoir se dire que, franchement, ce petit reflet de monde, ce petit truc qu'on a créé de toutes pièces qui s'appelle les Jeux Olympiques et Paralympiques, si on arrive à proposer un modèle circulaire, ça me rendrait très optimiste sur la suite de nos activités et par le signal qu'on va envoyer aussi. Ça me va bien. Ouais, et puis c'est un modèle économique, comme tu l'as dit, quoi. Enfin, comment dire, c'est un cas d'étude, quoi. C'est-à-dire que ça devient un cas d'étude. Et si le restaurateur du coin, collectif ou autre, sur ses 13 millions de repas annuels, nous dit qu'il a des contraintes pour faire de la circularité, on pourra lui dire, bah ouais, mais ils ont réussi à le faire en c'est quoi, 2 fois 2 semaines. Donc, bon, a priori, c'est que vous pourriez y arriver. J'ai 2 dernières questions pour finir. La première question, on en a un peu parlé avant, mais je me dis que ça peut être intéressant sur vraiment les villes hautes, passées ou à venir. Tu l'as évoqué, ça, pour le coup, en introduction, sur le fait que tu étais la première personne en charge de l'économie circulaire dans un comité olympique, en fait. Que par ailleurs, c'était un sujet qui était nouveau, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de curieuses et de curieux, et que il y avait aussi cet effet transformatif que tu souhaitais, c'est-à-dire comment est-ce que les partenaires, etc., mais notamment les villes pour les futurs Jeux Olympiques et Paralympiques s'inspiraient de votre travail et se servaient aussi peut-être de vos apprentissages. Donc, est-ce que, voilà, selon toi, ce travail va pouvoir permettre de réduire l'empreinte matière des Jeux à venir et aussi des grands événements en France ou ailleurs? Bon, après, t'es optimiste, donc c'est un peu spoilé. Mais évidemment, oui. Je vais pas te dire concrètement. Non, moi, ma source d'optimisme là-dessus, c'est que si on reste sur les organisateurs et l'événementiel sportif, on est compète. Hein. Faut pas oublier, le monde du sport, c'est la compétition. On aime le challenge. Donc là où on innove, c'est que pour la première fois, on arrive auprès des futurs organisateurs en leur donnant une méthode et un chiffre. Et forcément, le sport national d'un organisateur, c'est de dire ah ouais, Paris ils ont fait ça, bah nous on va faire mieux. Donc je suis assez
je suis assez optimiste sur leur capacité à se projeter et à nous challenger et à le prendre comme ligne de base. On n'en parlera pas aujourd'hui, mais c'est aussi ce qu'on fait sur l'empreinte eau que je développe par ailleurs en disant voilà, on va tous se challenger et se monter un peu le bourrichon. Donc j'espère que Los Angeles en 2028 et Brisbane se challengeront pour faire toujours mieux que nous. Mais j'y crois assez parce que c'est dans notre ADN. Mais après, sans aller plus loin, je pense que c'est un bon signal qu'on envoie à l'événementiel d'une manière générale. On a des dizaines de boîtes qui travaillent pour nous dans l'écosystème jeu. On a plus de 100 000 personnes prestataires qui vont travailler dans l'écosystème jeu. Donc, on a vraiment profité de cet écosystème pour cranter nos sujets de seconde vie. Et je pense qu'il y a quand même un langage, un vocabulaire, des bons réflexes qui resteront. Même vers des secteurs plus traditionnels. Je te parlais tout à l'heure de nos produits sous licence, nos fameux produits dérivés. On a accompagné 70 entreprises sur un programme d'éco-conception pendant 3 ans. J'ai quand même bon espoir qu'après 3 ans, on va leur farcir la tête de les sujets d'emballage, voilà les sujets de matières premières, voilà les dynamiques, tu vois, d'éco-conception. Il reste quelques trucs après nous. C'est le brain print. C'est du brainwashing. C'est du brainwashing. Alors, rabâcher toujours ces sujets. On a un verbatim qu'on adore, c'est la Monnaie de Paris qui fait parmi nos produits dérivés, ils font des médailles. Et qu'on a accompagné au tout début sur l'emballage, parce qu'évidemment, quand on a parlé d'éco-conception des produits dérivés, on est arrivé à pas de loup avec les sujets d'emballage, puis ça s'est bien passé, donc on a commencé à travailler sur les produits. Et la Monnaie de Paris nous dit toujours grâce à Paris 2024 et à l'expertise de Citeo qui nous avait aidé à ce moment-là, on a éco-conçu l'emballage de la médaille. Et en fait, c'était si simple et on a tellement gagné sur tous les tableaux que maintenant on l'a décliné sur toute notre gamme de produits et il n'y aura pas de retour en arrière. Et c'est des petites phrases comme ça où on se dit, tu vois, sur mes 70 entreprises qui sont des produits de mass market, si j'en ai 1, 2, peut-être 3, au moins, on aura pas pissé dans un violon et on aura fait cette transformation bien au-delà du secteur événementiel et du secteur sportif. Ok, donc ce fameux héritage aussi, il va là. Merci, c'est plein d'espoir, c'est passionnant. Enfin, je pense que de nouveau, je suis la première personne, peut-être pas la première parce que t'as dû faire des interviews et tout, mais je sais pas si t'as fait beaucoup de podcasts par le passé. C'est mon premier. Et je suis la première à interviewer une responsable de l'économie circulaire des Jeux Olympiques et Paralympiques. Donc du coup, on va finir avec une dernière question, un peu de saut dans le futur qu'on pose à l'ensemble des invités qu'on reçoit dans Conversation. Donc tu as donc des enfants et là je vais te proposer de te projeter en tant que grand-mère. Donc tu vas parler à tes petits-enfants et tu vas raconter à tes petits-enfants qu'est-ce que c'était les Jeux de Paris de 2024. Et c'est dire voilà, mamie elle a travaillé sur les Jeux de Paris de 2024. Donc qu'est-ce que tu leur dirais, évidemment, pour montrer à quel point ils étaient pionniers sur toutes ces choses dont on a parlé? Très rigolote cette question. Non, je pense que moi j'imaginais la discussion sur un sujet du quotidien, je sais pas, dans la cuisine, où je l'interrogerais, ou je sais pas, il me demanderait un habit pour son anniversaire, ou j'en sais rien, tu vois, et je dis alors qu'est-ce que tu veux comme t-shirt, sur quel site je vais l'acheter? Et il me dit non mais attends mamie, c'est trop ringard le neuf, il faut absolument que tu me trouves un produit de seconde main. Et moi qui les bras m'en tombent, je dis mais attends, tu te rends compte, à notre époque c'était quand même vachement plus valorisé d'acheter des trucs neufs, et c'était la norme en fait de trouver du neuf, et tu te rends compte que grâce aux Jeux Olympiques on a vraiment pu pivoter et faire ce changement de mindset en envoyant ce message auprès du grand public et en se servant de la puissance de frappe médiatique des Jeux et de nos 4 milliards de téléspectateurs pour envoyer ce message que la deuxième vie, c'était encore plus cool que la première, notamment quand les médailles ont été révélées au grand public, où on s'est dit finalement, quand on a un morceau d'histoire, quand il y a déjà eu une première vie, c'est 2000 fois plus cool que de faire du neuf. Et je crois que là, il s'est passé quelque chose exactement à ce moment-là, où on a redonné de la valeur à la seconde main plutôt qu'au neuf, et que
tous les acteurs du secteur du réemploi, de la réparation sont devenus ultra tendance et sont devenus maxi hype et c'est devenu complètement la norme alors que ça nous viendrait pas à l'idée maintenant d'acheter un truc neuf. On se dit pourquoi faire, en plus c'est une tannée et puis on trouve jamais ce qu'on veut, on n'est pas sûr de la qualité, etc. Et je me disais, tu vois, d'ailleurs, sur ce sujet de la qualité, j'espère, dans la lignée de ce qu'on se disait tout à l'heure, qu'il y aura aussi un shift qui se sera fait en crantant sur nos 70 entreprises, des questions de durabilité, de réparabilité dans le temps et d'allonger cette durée de vie. Non, et peut-être, tu vois, en se disant sur le sujet du tri des déchets, d'avoir cette discussion, à le voir aller vider son bioseau dans le compost à l'arrière de la cuisine, en parlant. Enfin, je me disais voilà que j'aimerais aussi pouvoir dire que c'est grâce au jeu qu'on a vraiment diffusé ce sujet du geste de tri, parce que à notre époque, c'est un Français sur deux qui se pose la question et qui panique au moment de se retrouver devant la poubelle, et que c'est peut-être grâce au jeu que à force de farcir la tête sur ces consignes de tri, c'est devenu ultra naturel et que plus personne se pose la question de poubelle jaune, emballage, poubelle jaune, emballage, poubelle jaune, emballage et bioseau, compost. C'est ça que j'aimerais dire à mon petit-fils, et qu'il me dise oui mamie, je sais, arrête de radoter. Oh, génial. Et en plus, il pourrait dire que sa mamie, elle a fait les Jeux Olympiques. Et ça, c'est quand même super cool. Bon, merci beaucoup, Caroline. Je partagerai quelques liens dans l'article de ce que on a parlé d'économie de fonctionnalité, on a parlé de pas mal de projets. Je partagerai sûrement les révélations sur les médailles, vu que d'ici là, j'aurai eu l'information. Le suspense est à son comble. Un grand merci, bravo, parce que gros boulot. Je m'interroge vraiment sur la taille de ce tableau Excel et je pense que ça va continuer à m'interroger. Et surtout, bon courage, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est le début du sprint. Donc voilà, reprends bien ton souffle et je te dis à très bientôt. Merci pour cette respiration et à bientôt.